Bonsoir tout le monde et merci d'être là. Donc je suis Paléostyle et je vais vous faire une petite conférence sur l'évolution des poissons-scies. On va tout d'abord définir ce qu'est un poisson-scie. Et un poisson-scie déjà c'est assez compliqué en soi puisque il y a souvent une confusion vis-à-vis du public. Parce que poisson-scie c'est un nom vernaculaire, c'est un nom qu'on va utiliser pour désigner différentes choses et qui va être vraiment de l'emploi commun, comme un requin, un fruit, un poisson, bref, c'est très vague. Et c'est généralement un terme que l'on utilise pour ce groupe-là, je pense que vous voyez ma souris, donc avec le poisson-scie commun. Mais il y a aussi une confusion avec ce que l'on appelle les requins-scies, ici. Et comme leur nom l'indique, ce sont bien deux choses différentes. Ils ont un nom vernaculaire différent et évolutivement parlant, et d'un point de vue de la phylogénie, ce sont bien deux groupes différents. Je vais bien sûr parler un peu plus en détail au cours de la conférence de ce qu'est vraiment un requin-scie, de ce qu'est vraiment un poisson-scie. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que d'entrée, ils appartiennent à ce que l'on appelle les élasmobranches. Les élasmobranches, c'est un groupe de poissons cartilagineux qui représente tous les requins et les raies nous étant parvenus, à l'exception des chimères. Ce graphique est un peu daté, là, mais il est quand même intéressant et assez visuel en soi. Donc ici on va retrouver les requins-scies, et sur ce graphique, ils doivent être par là, je pense, nos poissons-scies, doivent être par ici. Donc juste avec ce graphique, il semble que nos deux groupes, les requins-scies et les poissons-scies, soient à l'opposé de leur arbre, du vivant, et on va voir quelles sont ces différences. Tout d'abord, on va voir ce que c'est qu'un requin-scie, pour commencer. Les requins-scies, ça appartient à un superordre, donc la classification du vivant, c'est un système de boîtes, la plus petite étant l'espèce, puis le genre, la famille, l'ordre, et le superordre qui est au-dessus, du coup, de l'ordre. Et ce superordre va regrouper plusieurs groupes de requins, dont en voici un petit exemplaire. Donc on a le requin, le squalolet commun, ici, Squalus. On a le requin griset, qui lui appartient aux exanquiformes. On a Squatina, ici. Squatina, c'est ce qu'on appelle les anges de mer. Ce sont des requins qui ont un corps aplati, qui est aussi un autre exemple de convergence évolutive, et on reparlera de convergence évolutive un peu plus tard. Et en plein milieu de cela, eh bien, on va retrouver nos requins-scies. En quoi nos requins-scies sont plus proches des requins que des raies? Et en quoi, du coup, ce sont des requins, tout simplement? Eh bien, quand on fait de l'anatomie comparée, ici je vous ai mis des planches de Compagno de 1977, eh bien, si l'on regarde la structure des nageoires pectorales, ici, eh bien, on voit que, par exemple, entre notre requin-scie et ici, le requin dormeur cornu, eh bien, on peut voir que les nageoires ont des structures qui sont extrêmement similaires. De même, si on regarde la structure de la nageoire dorsale, entre les deux, donc M sur cette planche-là et K sur l'autre, eh bien on a les mêmes structures. La seule différence étant que l'on a cette épine dorsale devant la nageoire. Donc ces épines dorsales, elles ont été perdues au cours de l'évolution par les requins-scies. Mais à part ça, eh bien on voit bien que c'est bien des requins. On voit également qu'ils ont également une orbite qui est ouverte, ici, au niveau de l'œil. Et c'est de même chez le requin-scie, bien que la mâchoire supérieure est un peu plus avancée, ce qui nous donne l'impression que c'est fermé, mais ça reste quand même une orbite plutôt ouverte. Il y a pas mal d'autres petits détails, mais ce serait un peu trop technique. Mais juste avec ces petits exemples, on voit bien que le requin-scie, eh bien, il a une structure de nageoire de requin. Et on va voir plus tard l'anatomie des poissons-scies, et on verra que les structures des nageoires, eh ben, elle est bien différente. Ce que l'on appelle les requins-scies, c'est un ordre qu'on appelle les Pristiophoriformes. Dans notre océan actuel, on n'en a que deux genres, Pristiophorus et Pliotrema. Anatomiquement, eh bien, ils ont 5 à 6 fentes branchiales qui sont positionnées sur le côté du corps, ici, comme chez les requins, et ils ont également ce long rostre, pourvu de barbiches, qui sont ici, et que l'on retrouve également chez Pliotrema. Je vous mets une autre image ici de Pliotrema pour voir un peu plus la structure du rostre, et on voit que ce rostre est pourvu de ce que l'on appelle des dents rostrales. Alors dans la littérature, vous pouvez trouver différentes appellations, dents rostrales, denticules rostrales, parce qu'on n'est pas trop sûr de ce que c'est.
à la différence des dents orales, donc les dents de la bouche, l'origine et l'hypothèse qui semble être la plus simple pour l'origine de ces dents rostrales, ce sont des denticules dermiques, parce que les requins sont pourvus sur tout leur corps de denticules dermiques, des sortes de petites dents sur tout leur corps. Eh bien, il semblerait que ce soit des denticules dermiques qui aient dérivé et qui aient donné ces différents dents rostrales. Donc on voit bien les barbiches là d'ailleurs. Et ces dents rostrales, eh bien si le requin s'y en perd, eh bien une autre va venir la remplacer. Ce qui ne sera pas le cas avec le poisson-ci. On peut voir que le pattern est assez... Enfin, on peut voir un pattern ici qui se répète, avec une dent rostrale très allongée, suivie de deux petites, puis une autre grande, et on répète ainsi le schéma. Si l'on regarde maintenant une coupe du rostre, histoire de voir comment est-ce qu'il s'organise, on voit bien la partie centrale ici du rostre qui était là, avec deux petites extensions. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que on a des nerfs qui passent le long du rostre, mais ils passent ici au-dessus du rostre. Donc en gros, le nerf est coincé entre la partie du cartilage du rostre et la peau. Et on va voir plus tard que c'est pas forcément le cas ailleurs. Quand on regarde le registre fossile, ils apparaissent en Australie, au cours de l'Albien. D'ailleurs, c'est pas noté sur ce graphique, mais ils apparaissent par là, il me semble, dans l'ouest de l'Australie. Donc c'est un groupe qui est dans nos océans depuis environ 110 millions d'années, c'est pas rien. Et on peut remarquer que dans le registre fossile, donc ça va être nos carrés, nos ronds et nos triangles, eh bien ils sont un peu partout. On va les trouver sur les côtes asiatiques, en Océanie, on va les retrouver en Afrique du Sud, en Europe, en Amérique du Nord, le long de la côte Pacifique, ou au niveau des Caraïbes. Et on les a même sur les îles Seymour, ici, notamment au cours de l'Éocène, car pendant cette période-là, l'Antarctique était pas l'Antarctique actuelle, il faisait bien plus chaud et nos requins pouvaient s'y balader tranquillement. Il y a d'ailleurs plusieurs zones de nurserie qui sont dans cette région et qui ont été étudiées dans d'autres articles. Mais si l'on regarde maintenant la répartition actuelle, eh bien c'est plus la même. Déjà, ils ont totalement disparu de la côte Pacifique. On les retrouve surtout maintenant qu'en Afrique du Sud et le long de la côte Est, jusqu'ici à peu près. Un peu là, au niveau de la plaque arabique et au niveau de l'Inde. Et surtout en Océanie et le long de la côte asiatique, des côtes asiatiques. Et un petit point, bien sûr, qui est ici, aux Caraïbes, le seul survivant de cette zone. Donc, entre leur maximum de répartition, par exemple à l'Éocène, ou au Miocène, eh bien, par rapport au registre fossile, eh bien, on a perdu en aire de répartition géographique. Maintenant qu'on a vu ce qu'était un requin-scie, eh bien, on va regarder de l'autre côté de l'arbre du vivant. Donc ça, c'est une classification qui est un peu plus récente, je ne vais pas m'épancher dessus. Mais donc là, on a notre groupe des squalomorphes. Ici, on a le groupe des galéomorphes, donc les autres requins, donc le grand blanc, le requin tigre et compagnie, le requin dormeur cornu. Et là, on a le groupe des raies. Et nos poissons-ci, ils appartiennent à un ordre qui est très récent. Il a été, je crois, vraiment établi en 2012 et ça a pris un peu de temps derrière pour qu'il se lance. C'est le groupe des rhinopristiformes. Donc, dans cet ordre, des rhinopristiformes, on va trouver une famille que sont les pristidés, qui tiennent de leur nom de pristis, le poisson-scie. Donc les poissons-scies sont, comme leur nom ne l'indique pas, ce sont des raies. Dans cet ordre qui est assez récent, on va trouver plusieurs autres familles, notamment les rhinidés, avec le genre Rhina, et je trouve ça toujours intéressant de voir une raie justement qui va développer un peu plus une allure de requin. J'adore quand l'évolution est joueuse. Le fameux Rhinobatos qui, de mon côté de paléontologue qui bosse dans le registre fossile, Rhinobatos est partout. Vous le trouvez partout, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Chine. Vous pouvez aller partout, Rhinobatos est là. Et on a également cette famille, ce qu'on appelle les raies banjo. Et juste leur nom me fait marrer. Quand on regarde dans notre océan actuel, et aussi en zone d'eau saumâtre ou d'eau douce, car oui, les pristidés peuvent se retrouver aussi en eau douce comme en eau de mer, et bien si on regarde leur anatomie, on voit qu'elle est totalement différente de celle de notre requin-scie. Ces trois éléments squelettiques, MT, MS et PO, c'est ce qui formait à la base notre nageoire chez notre requin. Ici on voit que l'élément squelettique MS est réduit,
tandis que les deux autres divergent l'un vers l'avant et l'un vers l'arrière. Et ça, ces structures-là, c'est ce qu'on va retrouver par exemple ici avec nos raies guitares. Donc nos raies guitares, c'est Rhinobatos et également Rhina. Une autre caractéristique qui est assez intéressante, et qui nous montre que nos poissons-ci sont bien des raies, c'est ce que je vous ai entouré en bleu ici. Et notamment ce long élément squelettique ici. C'est ce qu'on appelle une synarcuelle. Et pour faire simple, une synarcuelle, c'est la fusion des premières vertèbres cervicales des poissons. Plus précisément, les fusions des premières vertèbres de nos raies. C'est une caractéristique de nos raies. Contrairement à nos requins, les premières vertèbres ont tendance à fusionner et à former ce gros élément squelettique. Donc ça, c'est un argument de plus qui va nous dire que, bien, nos poissons-ci sont bien des raies. Et enfin, eh bien, les fentes branchiales, là où elles étaient sur le côté pour le requin-ci, ici, elles sont en position ventrale. Donc, on voit bien que se ressemblant à l'extérieur, les requins-ci et les poissons-ci sont bel et bien différents. Et on note également l'absence de barbiche sur le rostre. Si l'on regarde donc du coup notre océan actuel, on n'a que deux genres, Pristis et Anoxipristis. Et on peut voir du coup que leur rostre est assez différent au niveau de l'organisation des dents rostrales. Là on avait une dent développée, puis deux intermédiaires, puis de nouveau une dent développée. Ce pattern se retrouve beaucoup moins chez nos raies-ci, au niveau de leur rostre. On en a bien sûr une diversité de formes pas mal, avec des rostres très allongés comme celui de Cuspidata avec des dents rostrales très courtes et pointues. Il me semble que le nom anglais c'est le knife sawfish, donc le poisson-ci couteau, et on comprend pourquoi. Tout comme pour avoir des rostres un peu plus larges avec des dents rostrales plus allongées et pointues. Les dents rostrales, elles poussent en continu, donc ils peuvent s'en servir et les user, c'est pas grave, elles vont repousser. D'ailleurs, ils ont tendance à aiguiser leurs dents rostrales, il me semble, en fouinant dans le sable avec leur rostre pour aiguiser les pointes. Par contre, si une dent tombe, comme ici, eh bien, elle repoussera pas. C'est une des différences avec les requins-ci au niveau du rostre. L'autre grosse différence est que si l'on regarde la structure du rostre, là où le nerf ophtalmique passait à l'extérieur du rostre, ici, il passe à l'intérieur dans un canal dédié à ce nerf. Donc même si on observe deux rostres, on a deux structures anatomiques qui sont bien différentes chez nos poissons-ci et nos requins-ci. Concernant leur apparition dans le registre fossile, ils sont un peu plus récents, puisqu'ils apparaissent il y a 50-55 millions d'années à peu près, l'étage de l'Yprésion. On a en plus un genre fossile, Propristis, avec ici l'espèce Schweinfersi, qui possède un rostre d'ailleurs qui est extrêmement allongé. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais c'est les différentes zones où est-ce qu'on les retrouve dans le registre fossile. Donc on en retrouve aussi à l'île Seymour, ici, en Antarctique, tout comme on en retrouve en Australie, en Asie, dans la Méditerranée et en Europe, en Amérique du Nord, centrale et le long de la côte sud-américaine. Si l'on regarde maintenant leur répartition actuelle, eh bien ça a changé comme les requins-ci. Vu qu'on a eu globalement un gros refroidissement des eaux, eh bien ils ont totalement disparu depuis le Miocène de la côte sud-américaine. On les retrouve encore ici, mais plus trop là. Et pareil, plus en Antarctique, plus en Europe, plus en Méditerranée, nada. Cependant, vous pouvez tomber sur des vieilles illustrations vous montrant des poissons-ci communs en Méditerranée. Cependant, en trouver là reste un fait rare, voire exceptionnel, car elles sont tout simplement normalement absentes de cette zone. Si l'on retrouve cependant des spécimens ici, eh bien c'est parce qu'ils empruntent le canal de Suez. En effet, on voit que les poissons-ci communs, comme on le voit sur la map, sont présents dans la mer Rouge et également le long de la côte est-africaine. Donc si on retrouve un poisson-ci en Méditerranée, généralement c'est qu'il passe par là. Donc si l'on compare les requins et les poissons-ci, on voit bien qu'il y a beaucoup de différences, comme la présence de barbiches chez le requin-ci qui sont absents chez les poissons-ci, la présence de fentes branchiales. On peut noter également un caractère que je n'ai pas énuméré plus tôt, la présence de denticules modifiés sur le côté de la tête du requin.
qu'on ne va pas retrouver chez le poisson-ci. Si l'on regarde la structure du rostre, on peut voir que le nerf ophtalmique, lui, passe à l'extérieur chez le requin-ci, tandis qu'il passe dans un canal dédié au sein du rostre chez les poissons-ci. Anatomiquement, eh bien, on voit bien que la structure des nageoires est totalement différente. Et on ne voit pas malheureusement les premières vertèbres du requin-ci, mais on ne verrait pas cette structure synarcuale ici, qui est présente bien sûr chez les poissons-ci. Cependant, bien que différents, ces deux groupes se rejoignent sur pas mal de points. Si on regarde leur dentition, en effet elles sont différentes que ce soit par la nature de la racine ou par la forme globale de la couronne, mais globalement on a deux types de dents ici qui sont assez massives et qui vont être faites pour broyer des organismes coquillés ou à carapace. Donc ça peut être des bivalves, ça peut être des invertébrés comme des crustacés, et j'en passe. Si l'on regarde la structure du rostre, là c'est une représentation graphique avec un poisson-ci, mais c'est globalement la même avec le requin-ci. Le rostre va servir à détecter les proies parce qu'il est pourvu des ampoules de Lorenzini qui permettent de détecter l'électricité émise par les corps des poissons autour d'eux et des divers organismes. Le rostre a également une fonction défensive, puisque avoir une longue barre pourvue d'épines et de denticules bien pointues, ça fait toujours mal aux prédateurs potentiels. Et vous n'avez pas envie de vous prendre un coup de rostre dans la jambe, je vous le dis. Les barbiches chez le requin-ci ont également un rôle de détection des proies potentielles. Il est également à noter que les poissons-ci ont tendance à fouiller un peu le sol avec leur rostre pour aiguiser ces denticules. Je vous ai parlé de requin-ci, je vous ai parlé de poissons-ci, mais si l'on se penche sur le registre fossile, on va trouver un autre groupe de, entre guillemets, poissons-ci, les sclérorhynchoïdes. Ce groupe n'a rien à voir avec le poisson-ci vu juste avant, mais est également un groupe de raies. Et on peut voir rien que les nageoires, avec ce spécimen, Libanopristis, qui, comme son nom l'indique, vient du Liban, des nageoires qui sont assez différentes de celles des poissons-ci. Bien que l'on retrouve les structures des raies habituelles avec ces deux éléments squelettiques divergents. Donc, les sclérorhynchoïdes, qu'on va appeler ici les raies-ci, sont assez connus notamment avec Onchopristis. Je vous ai mis ici un rostre et un crâne associés qui viennent du Maroc et qui à eux deux forment un magnifique spécimen et qui est un des plus complets que l'on connaisse de ce genre. Mais ce genre est surtout connu pour se faire bolosser H24 par Spinosaurus. Bien que cette illustration est très belle, j'ai un gros problème avec elle. Puisque le sclérorhynchoïde qu'on voit ici, qui est censé être Onchopristis, n'est pas Onchopristis et ressemble beaucoup à Pristis. Il ne s'agit donc là pas de Onchopristis, donc un sclérorhynchoïde, mais d'un poisson-ci. On le voit, la structure du rostre qui est différente, même s'ils ont essayé de poser les denticules rostraux de Onchopristis. On voit que la forme du corps, que ce soit les nageoires, celle du rostre, qui est trop plate et droite comparée à celle d'Onchopristis, eh bien il a juste fait globalement un copier-coller de Pristis actuel. Et donc, message à nos paléoartistes, ne faites pas ça, renseignez-vous sur le registre fossile, car là je vous montre un spécimen décrit très récemment, mais on a déjà dans la littérature depuis le 19e siècle des rostres de sclérorhynchoïdes, donc ne faites pas cette erreur. Si l'on regarde de plus près ce groupe-là, on va observer deux familles. La première, c'est les sclérorhynchidés, dont leur nom est donné par le genre Sclerorhynchus, décrit par Woodward au 19e siècle. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que, eh bien, on va observer, en plus des denticules rostraux, des denticules dermiques modifiés le long du crâne, comme chez les requins-ci. On peut voir d'ailleurs qu'on a différentes morphologies de dents rostrales, ou de denticules rostraux si vous voulez, mais ça on va en voir encore un peu plus loin. C'est le groupe le plus important des sclérorhynchoïdes et le plus diversifié.
et Libanoprestis que je vous ai montré avant, bien sûr, appartient à ce groupe. Enfin, il y a une autre famille, c'est les Ptychotrigonidés. Cette famille est connue par des squelettes depuis 2019, bien que les premières dents ont été décrites au XIXe siècle en 1845 par Royce. Cette famille est un peu à part parce que, grâce à ces squelettes complets, on s'est rendu compte que, ils ne possèdent pas de denticules rostraux. Leur rostre est dépourvu de denticules. Cependant, il est à noter la présence de ces denticules modifiés le long du crâne, mais pas du tout de denticules rostraux. Et il semble bien s'agir d'une perte secondaire. Cette famille est représentée par 4 genres différents. Texatrigon, Ptychotrigon, qui a donné son nom à la famille. On a Asphalapristis, décrit également au Maroc comme le spécimen que je vous montre ici de Ptychotrigon. Et on a enfin Ptychotrigonoides. Petit point d'ailleurs sur le genre Ptychotrigon. Ce genre est apparu à l'Albien, tout comme la famille d'ailleurs. La famille apparaît avec Ptychotrigon au cours de l'Albien il y a 110 millions d'années. Et dès le Cénomanien, on observe une colonisation de nouveaux espaces assez importante, vu que l'on va retrouver le genre en Afrique du Nord, notamment en Égypte, en Amérique du Nord, le long de la mer intérieure et ainsi qu'au Texas, là, au niveau de l'Atlantique central. Et un point que je vais rajouter là, c'est que au cours de mon stage de master, j'ai eu à étudier des faunes qui viennent de Patagonie. Des faunes d'élasmobranches qui datent du Cénomanien il y a 100 millions d'années. Et parmi ces faunes, qui est-ce que j'ai retrouvé? Ptychotrigon. Ce genre n'était connu jusque-là que dans l'hémisphère nord, et là, on le voit dans l'hémisphère sud, à l'opposé de là où on attendait pouvoir le retrouver. Car ce genre a plutôt tendance à être inféodé à des eaux tropicales ou intertropicales, voire tempérées chaud, mais plutôt généralement en moyenne latitude, on ne le trouve pas en haute latitude. Et bien maintenant, si. C'est donc la première occurrence de ce genre dans l'hémisphère sud. C'est une nouvelle espèce que je suis en train de décrire et le papier devrait être soumis d'ici peu. Et une des hypothèses que j'émets est que pendant cette période, on est en train d'ouvrir l'Atlantique Sud. Vous pouvez voir là qu'on est en train de finir de péter la Gondwana, avec l'Afrique et l'Amérique du Sud qui commencent à se séparer. Et dès l'Aptien, surtout vers l'Albien même, on a une connexion qui commence à se créer entre l'Atlantique central et l'Atlantique Sud qui est en train de s'ouvrir. Et dès le Cénomanien, c'est open bar. Donc mon hypothèse est que ce genre connu en Europe, tout d'abord pendant l'Albien, va profiter de ce contexte tectonique pour coloniser de nouveaux milieux et ainsi se retrouver en Amérique du Sud. Si l'on se penche maintenant sur le rostre des sclérorhynchoïdes et qu'on regarde de nouveau en coupe, on a globalement ces deux structures-là. On a une première structure qui est très proche de celle de nos requins-ci, avec un nerf ophtalmique qui va passer entre le rostre et la peau. Cependant, si l'on regarde en Copristis, on repart quasiment sur le même modèle, sauf qu'en plus on va développer une nouvelle structure qui est ce wood-like cartilage, ici. Donc une structure en plus qui va un peu mimer ce canal où passe le nerf ophtalmique chez nos poissons-ci. Donc ici on a deux autres exemples de convergence évolutive entre les requins-ci et un pseudo-canal pour le nerf ophtalmique, comme chez les poissons-ci avec leur vrai canal pour le nerf ophtalmique. Je vous parlais un peu plus tôt de la diversité des denticules rostraux. On en a un autre exemple ici avec Schizorhiza, qui a des denticules rostraux encore différents de ceux de Onchopristis ou Libanoprestis et Sclerorhynchus. Bref, quand il y a des denticules rostraux, on a une belle diversité. Ce groupe est apparu au Barémien inférieur, avec Celtipristis, qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, provient de dépôts d'Espagne. On n'a que des dents, cependant. Et ce groupe va s'éteindre à la limite Crétacé-Paléogène, pendant cette crise d'extinction, et donc du coup vont s'éteindre il y a 66 millions d'années. Si l'on met tout ça sur des diagrammes, on voit bien que c'est les sclérorhynchoïdes qui vont apparaître en premier, suivis par les requins-ci, et enfin par les poissons-ci, après la crise KPG, à la fin du Paléocène et au tout début de l'Éocène.
Je vous ai parlé de ces 3 groupes. Cependant, il existe des outsiders. Et le premier outsider, il nous vient, lui, non pas du Crétacé, ni du Paléogène, mais du Jurassique. Ce spécimen a été trouvé dans le Lagerstätte de la Voulte-sur-Rhône, situé en Ardèche. Ce spécimen n'est pas encore décrit à ce jour. Et il est très intéressant car on peut voir sa structure de rostre allongée. Il ne semble pas s'agir d'un poisson-scie, ni d'une raie-scie, mais d'un requin-scie. Mais s'agit-il vraiment d'un requin-scie au sens où l'on entend avec le groupe actuel, ou un autre requin-scie? Eh bien, il va falloir attendre que ce spécimen soit étudié. Contrairement à nos poissons-scies et nos raies-scies du Crétacé, eh bien, ce Lagerstätte nous montre ici un environnement assez profond, contrairement à nos scléroincoïdes qu'on a plutôt tendance à trouver dans des milieux très proximaux. Donc comme quoi, regarder dans des autres environnements nous permet des fois de faire des belles trouvailles. Et je vais finir les outsiders par un autre élasmobranche, et cette fois-ci on n'est plus du tout dans le Mésozoïque, mais dans le Paléozoïque, avec Bandringa. Bandringa est un élasmobranche qui, comme vous pouvez le voir avec cette reconstruction et le fossile ici, eh bien il possède un rostre allongé, cependant dépourvu d'épines. Et donc on peut voir avec ces 2 spécimens en plus, du Jurassique et du Carbonifère, que cette structure de rostre allongé est apparue plusieurs fois au cours de l'histoire évolutive des poissons cartilagineux. On a d'autres exemples de rostres allongés qui apparaissent chez nos chimères, mais on va pas parler des chimères au cours de cette conférence. Pour conclure donc, on peut voir que ce morphotype de poisson-scie, requin-scie, appelez-le comme vous voulez, est apparu de nombreuses fois au cours de l'évolution des élasmobranches, et pas que. Mais pour vraiment conclure, j'aimerais aborder surtout l'état actuel de nos faunes. Il y a un papier qui est sorti il y a peu qui nous montre bien que le Pristis pristis, le poisson-scie commun, est en danger critique d'extinction. Et oui, malheureusement, tous nos élasmobranches sont menacés d'extinction, par la surpêche notamment, que ce soit pour leur nageoire caudale, ou pour ici, à contrario, pour leur rostre qui fait un super trophée, mais qui au final va mener ce groupe certainement à son extinction. Je vous ai mis l'ensemble des espèces recensées sur la Red List pour vous montrer leur état. Eh bien on peut voir que c'est pas glorieux, hein. Soit ils sont en danger d'extinction, soit en danger critique d'extinction avec des populations qui diminuent. Si l'on regarde les requins-scies, c'est un peu mieux, certes, vu qu'ils sont soit pas trop concernés, soit légèrement concernés, va-t-on dire. Mais soit les populations sont stables, soit sur le déclin, quand on connaît l'étendue de leur population. Ce qui n'est pas forcément le cas avec Pliotrema caillae et Pristophorus delicatus. Bref, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas la panacée. Et pour les scléroincoïdes, eh bien on peut plus rien faire pour eux, vu qu'ils se sont éteints il y a 66 millions d'années. Donc je veux finir sur ces mots-là. Notre océan actuel a la chance de voir des requins-scies et des poissons-scies se côtoyer. Ce serait dommage qu'ils disparaissent, donc prenez soin d'eux, ne les pêchez pas, n'achetez pas de rostres. Bref, prenons soin de nos faunes actuels, et profitons qu'ils soient encore vivants. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous ai mis ici mes références bibliographiques, si j'en ai oublié, je vous les mettrai dans la description. Et je vous dis à une prochaine fois.